pour vous prouver qu'on n'est pas complètement la Corée du Nord quand même, on a une conclusion participative, mais qui est à la fois spontanée et construite tout au long des 2 demi-journées. Voilà. Donc je vais appeler les 3 observateurs, qui sont évidemment innocents, tirés au sort, et pas du tout téléguidés, avec un taux de réussite de moins de 100%. Alors Christophe, tu es... Vous êtes affiché en plus ? Exactement. Christophe, tu es membre du BN cadre et représentant de la F3C. Emmanuel Duchamp, PSTE. Et Thierry, tu es chargé de mission à la CFDT cadre sur le champ du secteur 100% public cette fois-ci. Voilà. Alors, on vous a demandé, en vous prévenant un tout petit peu à l'avance, hier matin, de prendre des notes pendant ces 2 demi-journées, de façon à nous offrir une restitution, un peu un rapport d'étonnement, comme ça, là, en direct. C'est complètement... c'est un peu à chaud, spontané. C'est histoire de préparer le travail qui va venir après ce comité national, d'un point de vue plus politique, revendicatif, au sein du BN cadre. Mais voilà, comment est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez... la question qu'on vous a posée, c'est qu'est-ce qui a été important pour vous sur le sens des séquences, sur les interventions, et puis sur scène, et de celle de la salle. Voilà. Je passe la parole pour commencer à Christophe, pour celle d'hier. Non, c'est moi d'abord. Exactement, oui, comme c'est... C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, on s'est coordonné, et donc en fait, elle parle en premier, il parle en deuxième, et je parle en dernier, parce que je ne me suis pas coordonné avec... Comme quoi, c'était bien la Corée du Nord. Comme quoi, c'était bien la Corée du Nord. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre soviétique. On m'a toujours dit que ce genre de vote ne se reproduisait plus jamais. Donc merci. Tout d'abord, merci à CFDT Cadre, merci à tous les intervenants. On a eu beaucoup de contenu, beaucoup d'apports, de témoignages. Alors moi, effectivement, puisque effectivement on a la CFDT, donc on est organisé et on s'est réparti un peu le travail. Moi, je vais faire un petit retour sur ce que j'ai retenu de la première séquence, en faisant sans doute aussi peut-être parfois appel à ce que j'ai entendu dans les autres, et je m'en excuse par avance auprès de mes 2 camarades. Moi, ce qui m'a marqué en fait dans la première séquence, c'est que la mise en place des 35 heures, moi j'arrivais à peine dans le salariat, donc c'est quelque chose qui ne m'avait pas vraiment impacté à l'époque, et les témoignages des collègues hier m'ont fait prendre conscience de pas mal de choses. J'étais pas non plus militante, adhérente, j'étais même pas adhérente, ça fait à peine 10 ans que je suis adhérente. Et il y a des choses qui ont en fait résonné par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui dans les négociations et dans notre vie syndicale en fait de tous les jours. Je ne sais plus qui a dit ça, mais il y a quelqu'un qui a dit que le temps, en termes de questions de négociation, c'était aussi une question qui permettait de fédérer et de développer. Donc ça, je pense que c'est très important de s'en souvenir et de l'avoir au cœur de nos relations avec nos adhérents, cadres ou pas cadres d'ailleurs. Que le contexte donnait du pouvoir. Et ça, je pense que c'est très important parce qu'effectivement, on parle aujourd'hui des négociations autour du CETU. Il faut qu'on s'empare. Il faut qu'on s'empare du sujet. Et il faut qu'on s'en empare d'autant plus parce qu'il y a eu un témoignage qui a dit « Les directions sont souvent perdues » face à ces nouveaux thèmes. Donc c'était le cas au moment de la mise en place des 35 heures. Ça le sera sans aucun doute dans les évolutions qui nous attendent. Donc ça, c'est très important que nous, on joue en tant qu'organisation syndicale
notre rôle, parce que nous, justement, on a su anticiper, on a su, par moult moyens, nous documenter, nous faire des enquêtes. On parlait tout à l'heure de l'enquête travail. C'est une vraie force qu'on a. Et je pense que dans les négociations, c'est quelque chose qu'on peut apporter. Alors on est souvent remarqué parce qu'effectivement nos dossiers sont complets et sont travaillés. Bah là, on a déjà de la matière, donc il ne faut surtout pas hésiter à s'en emparer. Et puis toujours sur cette première intervention, bah, on a beaucoup parlé effectivement de la banque des temps. Je crois, Anne-Florence, c'est toi qui as dit que c'était un éventail de droits au temps. On a aussi beaucoup parlé du fait qu'il allait falloir faire de la dentelle, qu'il allait falloir aller sur presque de l'individualité. Donc ça nous ramène toujours au même. Pour moi, ça fait lien. Ça veut dire qu'il faut aller sur le terrain. Ça veut dire qu'il faut aller discuter avec les salariés pour comprendre quels sont leurs besoins, quelles sont leurs aspirations, pour ne pas partir dans tous les sens et permettre sans doute d'avoir de meilleurs accords, même si évidemment la route n'est pas facile. Voilà. Je vais laisser la parole, du coup. Merci, Manuel. À mon voisin. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous, en tout cas ceux que je n'ai pas vus ce matin. La deuxième séquence de ce Conseil national s'ouvrait avec cette question, c'est de quoi la semaine de 4 jours est-elle le nom? Alors, je pense que tout le monde l'a compris, il n'y a pas de réponse unique ou ça. La semaine de 4 jours, on l'appelle de différentes manières, surtout en fonction des expériences et des expérimentations qui ont été menées. Elle a déjà pour nom surcharge de travail. C'est ce qui est ressorti de l'expérimentation qui a été conduite à l'URSSAF, avec un constat de longueur des journées qui s'allongeait, de fatigue, de problèmes de concentration au travail, avec effectivement une expérimentation qui n'a pas donné lieu à suite. Moi j'ai trouvé intéressant d'ailleurs dans cette expérimentation-là le fait que le médecin du travail ait été associé à la réflexion et à la mise en place de tout ça. La semaine de 4 jours, dans les débats d'hier, elle rime aussi avec contradiction entre les temps ou les rythmes de travail. C'est ce que disaient nos collègues d'Orange sur les temps et les rythmes choisis par les salariés eux-mêmes, et une semaine de travail de 4 jours qui viendrait pour certains en contradiction avec les temps et les rythmes de vie qu'ils avaient eux-mêmes choisis et qui étaient en place dans l'entreprise. Au-delà de ces deux premiers points qui sont un peu négatifs, il y en a évidemment de positifs, puisque on a entendu parler notamment chez nos collègues de la Fédération Service de nouvelles conquêtes sociales. Effectivement, la semaine de 4 jours serait, je veux dire, une chance de ces nouvelles conquêtes. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il s'agit d'un sujet hautement syndical et social, comme l'a souligné le travail qui a été fait pendant 1 an par nos collègues, le travail de réflexion par nos collègues de l'URI Occitanie. C'est une formule qui a aussi, je veux dire, un certain nombre d'avantages pour les salariés. On a mis en avant 3 raisons principales pour les salariés. Le fait de pouvoir développer les loisirs, les relations familiales, l'engagement personnel au travers d'associations. Mais paradoxalement et bizarrement, peut-être qu'on ne l'avait pas tous perçu, mais c'est aussi parfois un avantage pour les employeurs, avec
dans l'exemple de la Fédération des services dans le secteur de la restauration, le fait que la semaine de 4 jours a été l'occasion pour les employeurs d'éviter le recours à l'intérim, à la fois par une productivité accrue et par un lissage de l'activité sur la journée. C'est effectivement un avantage pour l'employeur, ce n'est pas forcément pour les salariés eux-mêmes. On a vu aussi que cette semaine de 4 jours, elle pouvait être une semaine grise, hein, puisque toujours dans le même exemple, l'employeur a dit « mais moi j'ai pas besoin d'accord, c'est de la flexibilité du travail, donc on met pas ça sur le papier ». Donc on a effectivement aussi ces semaines de 4 jours grises qui se mettent en place. Dans ce contexte mouvant, je crois que la CFDT Cadre a rappelé qu'il lui semblait qu'il y avait 2 principes à garder en tête pour les accords négociés. D'abord le volontariat. Hein, semaine de 4 jours, elle se fait qu'à partir du moment où les salariés seront volontaires. La réversibilité, Jean-Emmanuel Ray en a aussi parlé hier dans la séquence. Il faut absolument revenir, et puis d'autres, hein, on en parlait même ce matin encore. Peut-être qu'il faudra en rajouter un 3e de critère, qui est celui qu'on a entendu aussi hier, qui est la capacité de choix. C'est-à-dire que le salarié puisse pleinement choisir ses plages horaires dans ces organisations-là. Alors, pour ce qui est du sujet cadre, puisqu'on est là pour ça, on a vu aussi que la mise en place de la semaine de 4 jours, elle va poser un certain nombre de défis pour les cadres, et notamment pour les managers. La gestion des organisations, tout d'abord, avec, c'est Jean-Emmanuel Ray qui le disait hier, les organisations où on cumule temps de travail, réduction du temps de travail et semaine de 4 jours. Il a parlé, lui aussi, de faire attention à la charge mentale pour les cadres. Et alors tout ça, dans un contexte général qu'on a aussi évoqué ce matin, d'individualisation du rapport au travail, où il faut évidemment rajouter, et c'est encore une difficulté supplémentaire pour les managers, du collectif. Pour terminer, j'aimerais évoquer la question centrale qui, à mon sens, a été fort justement posée par nos collègues de la Fédération Santé Sociaux, et question qui doit tendre, je dirais, tout commencement de réflexion ou d'expérimentation sur le sujet. Nos collègues disaient, mais que cherche-t-on à faire avec la semaine de 4 jours, hein? Et ça, je crois que c'est une question absolument fondamentale. Et là encore, vous l'avez compris, on l'a vu dans toutes les interventions, il n'y a pas une réponse unique. Alors, on ne s'est pas vraiment coordonné, mais ce qui est génial, c'est que tu conclus là où moi je voulais commencer. Donc, c'est parfait. Et voilà, c'est une affaire de transmission, je vais en reparler. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué pendant tous ces 2 jours, c'est avant tout la question démocratique qui, je pense, résume tout. Donc voilà, j'ai terminé. Je vais quand même développer encore un petit peu. En fait, moi, ce qui me marque à chaque fois, c'est l'intérêt d'avoir des échanges confédéraux sur n'importe quel sujet, mais en particulier aujourd'hui la question du temps. Parce que ça permet en fait de nous décentrer à chaque fois et d'identifier pour tous les sujets à chaque fois les opportunités qu'il pourrait y avoir sur tel ou tel sujet, mais aussi les choses trappes. Donc évidemment sur la question notamment de la manière dont les 35 heures ont été déployées dans certains secteurs professionnels, on constate que ça a été une forme pour certains d'entre nous, de revanche des cadres au regard des questions d'équilibre vie familiale, vie professionnelle. Et puis, ailleurs, ça a été une contrainte supplémentaire
en particulier lorsque ça a été déployé à moyens constants. Donc évidemment le cas des santé sociaux. Donc moi je pense qu'en réalité, au travers de tout ce qui s'est dit, on a besoin d'énormément d'échanges pour nourrir nos débats, pour identifier effectivement les opportunités et les menaces, et surtout répondre au désir de débat démocratique. On aurait presque pu parler ici de démocratie participative dans les entreprises, dont certains ont témoigné à nouveau à propos des 35 heures. C'était tout le sens de l'intervention de Laurent à ce sujet. C'était finalement une forme d'émulation qu'engendre le débat dans l'entreprise dès lors qu'on aborde la question du travail. Et ça me paraît absolument essentiel et un élément de motivation et même peut-être un élément d'espoir. Ça m'a permis d'identifier aussi que la semaine de 4 jours était un faux débat. C'est-à-dire que moi, dans mon esprit, c'était un peu un faux débat dans la mesure où la semaine des 4 jours, il n'y a pas besoin d'évolution législative pour la mettre en œuvre. C'est une forme d'organisation du travail qui est à la portée de l'employeur dans le contexte législatif actuel. Donc, qu'attend-il si c'est vraiment la panacée? En revanche, mais ce n'est pas un faux débat. Je pense que bon, tactiquement, on peut laisser venir sur cette question-là, mais il est important surtout qu'on arme nos militants bien en amont pour que le jour J, ils aient une parfaite conscience des opportunités et des problématiques auxquelles ça puisse répondre, mais aussi des risques qui vont avec cette forme d'organisation du travail. Et ça, il n'y a que, évidemment, l'échange fédéral et confédéral qui peut l'apporter pour diversifier les points de vue. Sur le forfait jour, on en a aussi beaucoup parlé. On peut alors essayer de le défendre avec un certain talent pour en expliciter la raison d'être juridique. C'est un souci qui est tout à fait légitime que de vouloir sécuriser la relation de travail. Mais voilà aussi un sujet qui bien souvent a été amené sans réel débat ou négociation. Alors quand il y a eu négociation, ça s'est un peu mieux passé, mais je rappelle quand même que dans la loi Aubry 2, le forfait jour, ça ne concernait que les cadres dirigeants. Et c'était donc extrêmement limité et ça répondait à une problématique extrêmement limitée. On a voulu le généraliser avec parfois assez peu de garde-fous, mais moi je suis désolé, pour un cadre, lorsque vous passez d'une situation où vous avez des jours de travail et certes vous comptez pas vos heures parce que vous êtes cadre, mais vous avez 19 à 22 jours de RTT à une situation où on va vous dire écoute c'est formidable, il y a le forfait jour, tu vas passer d'une situation où tes jours de travail, tu ne vas pas compter tes heures, oui, bon, bah, rien ne change, oui, rien ne change, mais tu auras là 9 à 10 jours, selon les années, de repos compensateur. Évidemment que ça va mal se passer. Évidemment. Donc je pense que partout où on ne négocie pas et où on négocie mal, ça va mal se passer. Et ça, je pense que c'est une grande leçon pour nos camarades patrons. Voilà. Donc ça, la question de la démocratie dans l'entreprise, c'est finalement la question qui est sous-tendue par l'ensemble de nos débats. D'ailleurs, moi j'ai attrapé une phrase très importante ce matin de Corinne Godard sur la question de la transmission. Moi ça a vraiment fait tilt, parce que voilà un moment précieux dans l'entreprise où on accueille un nouveau salarié et où on a enfin un moment où on va pouvoir légitimement parler du travail. Et moi, je l'ai toujours vécu, ces situations-là, comme des bouffées d'oxygène, l'accueil de nouveaux arrivants. Il y a beaucoup de têtes grises ici, il faut vraiment qu'on soit extrêmement vigilant sur cette question de la transmission. D'ailleurs, sur la question du télétravail, on a été très surpris en discutant ensemble et en menant des études et des enquêtes là-dessus, que les personnels les plus critiques à l'égard du télétravail, malgré tous les poncifs qu'on peut avoir vis-à-vis de cette génération, ce sont quand même les milléniums. Parce qu'eux, ils arrivent sur le marché du travail, et ce dont ils ont besoin, c'est d'interaction avec leurs nouveaux collègues, de commencer à se faire des réseaux, pas virtuels, mais physiques, pour pouvoir travailler. Et c'est eux qui, finalement, sont les plus critiques à l'égard de ce qui se passe parfois
dans certains services où le seul présent, c'est l'apprenti, parce que son contrat d'apprentissage ne lui permet pas de faire autrement. Voilà. Donc je pense que les têtes grises que nous sommes devons être très vigilants sur ces questions-là. Enfin, moi je terminerai sur... Pardon ? Mais la prochaine, elle est pour toi. Alors, ouais, j'ai aussi attrapé la phrase de Serge Volkov sur le fait qu'un bon dirigeant, c'est celui qui ne reste pas trop longtemps. Bah oui, des fois qu'ils se mettent à comprendre et à connaître le travail, ce serait quand même dommage. Donc il ne faut surtout pas qu'il reste trop longtemps. Je ne sais pas tellement à quel imaginaire ça fait référence, à quelle conception du management cela fait référence, mais c'est à mon avis effectivement quelque chose d'extrêmement toxique. Alors je vais quand même terminer sur une boutade, parce que sinon je créerai des frustrations. C'est ta réputation. Bah oui, voilà, donc je suis bien obligé. Moi j'étais aussi très frappé par cette question du dispositif que j'ai trouvé assez grossier, de la souris qui bouge toute seule, pour faire croire qu'on est présent. Alors du coup j'ai une requête pour les informaticiens. Pour une fois, vous pourriez faire un truc utile, pour une fois. Est-ce que vous ne pourriez pas nous fabriquer une intelligence artificielle capable d'assister à notre place à toutes les réunions qui servent à rien? Comme ça, pendant ce temps-là, on pourrait faire notre travail. Ce serait pas mal. Merci Christophe. Je me retourne vers les animateurs de table ronde. Est-ce que vous avez quelque chose comme envoi, comme conclusion, peut-être comme esprit revendicatif, militant, dans ce que vous avez entendu? S'il y a une remarque du côté de la salle, là. On va bientôt vous avez été remplacé par des objets virtuels. Hein. C'est des hologrammes en fait qu'on a fait. Moi, je voudrais rebondir sur la question de la charge de travail qui nous occupe en formation et auprès des militants, à la fois comme manager et aussi pour soi, mais aussi comme militant. Hier, Jean-Emmanuel rappelait que c'est la condition de parler, c'est la condition de validité des conventions forfait jour et télétravail. Ça veut dire discuter une fois par an de sa charge de travail si on n'arrive pas à le mesurer. Voilà, bon, une fois par an, c'est quand même vraiment le minimum. Si en plus ces entretiens sont faits de qualité, je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose à creuser autour de la qualité de ce dialogue professionnel. Il n'y a pas de raison que ce soit que les télétravailleurs et ceux au forfait jour qui soient interpellés que légitimement, comme tu dis, sur le ressenti de ce qu'ils ont à faire, sur leurs espaces de créativité, sur quand tu parles de moments démocratiques où quand Sandra ouvre le temps de mise en discussion de l'activité de façon légitime, hein, on est bien dans les espaces-temps de mise en discussion et de légitimer la parole de celui qui fait le travail. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il y a à faire et où est-ce qu'il peut y mettre du sien et de quels besoins il a, quels sont les temps, quels sont les gestes importants, ceux du soin ou d'autres, hein, qu'il y a à transmettre. Hein. Donc cette question de comment voulez-vous travailler que Sandra posait à ses agents et quels sont les temps qui comptent selon vous, ce sont on n'est pas seulement dans les échanges dans des échanges de communication pour travailler, mais on est bien dans la légitimation du ressenti de chaque travailleur par rapport à ce qu'il a à faire et comment il le ressent et quels sont les besoins pour lui. Au fond, c'est comment faire du bon travail et le transmettre aux autres. Donc je pense qu'il doit vraiment falloir réfléchir à aller vers une discussion, un entretien sur la charge de travail, peut-être au moins 2 fois par an, pour tous les travailleurs, et pas seulement ceux qui sont au forfait jour et au télétravail. Voilà. Donc cette question de la charge, elle est essentielle à déployer. Je me retourne vers Florence ou Jérôme, si vous avez pour terminer cette séquence, avant de passer la parole à Laurent Dumanche pour conclure ce comité. Bon. On peut peut-être encore faire un aller-retour. On n'est pas non plus pris par le temps. Les députés sont là. Alors on avait quand même une proposition un peu à vous faire en cette fin de comité national autour de plusieurs axes revendicatifs. Donc tu as dit les négociations sur la charge. On a tourné tout au long de ces 2 jours
autour de la question de la transmission, la mémoire, les méthodes de management qui changent, qui sont certes dévoyées, mais qui finalement font que le travail devient intenable parce que tout s'accumule et les temps s'accumulent. Alors on avait envie de... Ne me prends pas ma fiche, Jérôme, s'il te plaît. Ah la vache. On avait envie de vous faire une proposition sur, sur la mise en place d'un référent temps. Il existe des référents handicap dans les entreprises. Les référents handicap, c'est très simple. Enfin, c'est très simple pour eux. Non, c'est pas simple, mais ils se réfèrent à des textes réglementaires. Un référent temps pourrait être une sorte de vigie, de phare et balise, vous voyez, qui enregistre un peu ce qui se passe, le contexte. On a tellement parlé de contexte pendant ces 2 jours. Ce qui se passe dans l'entreprise, les préoccupations au sujet du temps, les préoccupations au sujet des projets individuels ou collectifs qu'ont les salariés ou les collectifs de travail. Et puis, ce référent temps serait une sorte, alors on ne sait pas du tout comment l'appeler, vigie, boîte aux lettres, carrefour. En tout cas, c'est pas non plus une boîte aux lettres sans fond, quoi, hein, qui juste enregistre pour n'en rien faire. Et c'est vrai que l'on se disait, il est très important. Plusieurs fois, on a parlé du dialogue professionnel, la capacité à parler de nos rythmes au travail. Et ben peut-être que ce référent temps, qui n'est pas un syndicaliste, hein, qui du coup serait il ferait partie de la politique RH de l'entreprise. Peut-être que ce référent temps, eh bien, il pourrait être une sorte d'aiguillon comment on dit, il donnerait de l'énergie autour de ces dialogues professionnels. Il pourrait être présent, par exemple, au moment des différents espaces, des espaces pro, et pas forcément être celui qui contrôle, qui analyse avec une parole définitive, mais être présent autour des différentes situations professionnelles qui existent dans l'entreprise. Ce n'est pas un coordinateur. Il y a un risque, évidemment, avec ça, c'est qu'il devienne un contrôleur, quoi, qu'il soit l'homme à l'horloge de Charlie Chaplin, hein. Il n'en est pas question, justement, c'est la dynamique inverse, hein. C'est celui qui, comme vous savez, enfin moi je suis un peu comme ça, tu sais le lapin de Alice au pays des merveilles, voilà, ouais. Et ben le lapin de Alice au pays des merveilles, c'est celui justement qui tient cette horloge, mais c'est pas une horloge qui va donner le temps, vous savez, le cadran il n'a pas de, c'est pas 1, 2, 3, 4, etc. Le cadran n'est pas nommé, il n'y a pas de chiffre. C'est ce temps qui n'est pas mesurable. Et pour autant, s'il n'est pas là, la parole n'a plus de sens. Et en fait, justement, ce lapin, étant donné que Alice au pays des merveilles n'est pas du tout un livre pour enfants, mais un livre de logique, eh bien, ce lapin, c'est celui qui donne accès au fait qu'il puisse y avoir une rationalité dans la parole. Donc, un garant de la bonne pesée du temps est aussi un moyen pour que des dialogues professionnels, un regard lourd sur ce qu'est l'activité réelle des personnes et qu'elles puissent ensuite revenir, y compris dans les dialogues stratégiques, et c'est vraiment, ça pourrait être une condition. Ce référent temps, il tient un peu l'entreprise des deux bouts, à la fois au niveau de la stratégie d'entreprise. On peut très bien imaginer qu'il ait une bonne connaissance de ce qu'est la stratégie d'entreprise, et voilà, c'est une personne qui est proche de la RH, donc voilà, et en même temps, il est proche des salariés pour lire le temps. Il peut avoir justement cette idée de la transmission entre le médecin du travail, entre l'inspection du travail, avec les organisations syndicales, avec l'individu lui-même au travail, qui permettent de rendre un peu le temps un peu plus souple et léger. Voilà sur ce référent temps que nous vous proposons. Voilà, après il peut y avoir des réactions. Il y a eu quelque chose de... Enfin, c'est vrai que ça fait 1 an, par exemple, qu'on débat sur la semaine de 4 jours, qu'on débat sur quelque chose dont on n'a pas parlé aussi, on a un petit peu parlé à la pause, les congés de respiration.
dont on parle dans les entreprises aussi de plus en plus, vous savez, donner des congés sabbatiques 2-3 mois rémunérés à 50% pour que les gens respirent, etc. C'est très marquant de voir qu'il y avait une époque, hein, en gros, le temps de repos, il était défini très simplement, c'était le temps où on n'était pas à l'usine. Voilà, c'était le temps de repos et l'employeur ne regardait absolument pas ce qu'il y avait dedans. Il est très intéressant de voir aujourd'hui que de plus en plus, en fait, les dispositifs que les directions nous amènent à négocier, encore une fois, hein, c'est pas toujours à la demande des organisations syndicales, hein, c'est les directions qui posent ces sujets sur la table, sont justement d'aller négocier des temps où on ne travaille pas. Et c'est l'idée même des fois qui fait un petit peu peur. On rencontre certains militants qui nous disent bon, c'est quand même très inquiétant, c'est qu'on sent un peu cette mainmise de plus en plus de l'entreprise sur l'ensemble de la vie du salarié. Vous savez, on cite toujours ce même exemple de Google qui met des baby-food, des trucs comme ça pour que les gens restent le plus longtemps dans l'entreprise, etc. Mais cette idée véritablement de maîtriser le temps qui fait extrêmement peur aussi aux salariés. Parce qu'il y a quand même une donnée, je vais dire une banalité, hein, il y a quand même une donnée qui ne bouge pas, c'est que les journées continuent de faire 24 heures. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et à partir du moment où ce temps est borné, les salariés nous disent, le problème, c'est que quand on prend du temps pour faire quelque chose, on le fait toujours aujourd'hui aux dépens de quelque chose d'autre. Voilà. C'est-à-dire que quand on va travailler plus, ça va être aux dépens de notre famille, ça va être aux dépens de notre temps de repos. Quand on va avoir des problèmes personnels, on va être salarié aidant, ça va être aux dépens des fois du travail, donc aux dépens de la carrière, etc. Donc c'est toujours en fait cette contradiction qui crée véritablement on peut le dire, une souffrance chez certains salariés. Et je pense que c'est justement l'idée de refaire du dialogue, on le dit depuis tout à l'heure, et je pense que c'était vraiment le but de cette journée, enfin de ces 2 demi-journées, c'est vraiment de refaire un dialogue professionnel, de le remettre en tout cas en débat dans nos sections. Je sais qu'il y a des after-work qui sont prévus sur ces choses-là, et donc de voir éventuellement ce qu'on peut faire. On parlait tout à l'heure d'un entretien professionnel. L'entretien professionnel, on ne sait pas toujours quoi mettre. On va parler du travail, on va parler de sa carrière, on va parler de ses collègues, etc. Mais il n'y a jamais de notion clairement établie, en tout cas. Le rythme quotidien, qu'est-ce que l'on fait? Comment est rythmé le travail aujourd'hui? Aujourd'hui, le travail, hein, dans la plupart des activités, et de plus en plus, il est rythmé par les reportings, il est rythmé par les échéances, il est rythmé par des échéances de plus en plus courtes. Moi, j'ai commencé en comptabilité, c'était une clôture annuelle. Puis c'est devenu une clôture semestrielle. Puis c'était une clôture trimestrielle et maintenant une clôture mensuelle. Donc on a toujours de plus en plus des rythmes qui s'accélèrent, etc. Donc de peut-être aujourd'hui remettre au cœur aussi de l'entretien professionnel un cahier des charges très clair, se dire voilà, qu'est-ce qu'on aborde, qu'est-ce qu'on y met dans ce temps de travail, qu'est-ce qu'on y met. Voilà. On disait tout à l'heure une boutade sur le temps des réunions. Pourquoi passons-nous autant de temps en réunion si tout le monde trouve ça inutile? On n'est quand même pas maso quelque part, ou quoique. Mais en tout cas, de réfléchir un petit peu et de voir aussi dans cet entretien quel est le désir que les salariés ont sur l'évolution. Redonner la parole aux salariés, pas seulement leur plaquer des décisions, je suis chef, c'est à toi de suivre ce que j'ai dit, etc. Mais leur donner aussi la possibilité de s'exprimer aussi. Pas seulement sur leur travail, mais aussi sur les temps de réunion, sur le temps en fait, d'échange, est-il satisfaisant ou non. Voilà. C'est quand même malheureux qu'aujourd'hui, on soit capable, encore une fois, dans les études, de chiffrer le temps passé en réunion, qui ne dit absolument pas de la qualité de cette réunion. Voilà. On dit un cadre passe 29 heures par semaine en réunion. OK, mais qu'est-ce qui s'y fait, qu'est-ce qui s'y dit? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut remettre au sens. Peut-être rajouter quelque chose? Non. Voilà. Merci à tous les 5. On va passer maintenant au temps de la fin, sans jeu de mots. Je vais passer la parole à Laurent Dumanche pour faire la conclusion de ces 2 demi-journées de comité.